Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous arrivez progressivement dans la salle. Il va y avoir du monde aujourd'hui parce que Quentin a décidé de taper fort, comme il l'a dit dans son titre. Attention, on va commencer donc très fort cette deuxième journée des Marketing Digital Days organisés par Cybercité. Mais avant de commencer, un petit pitch technique au cas où vous n'étiez pas là hier. Désolé pour ceux qui font beaucoup de conférences, vous allez m'entendre radoter. Vous avez donc un chat et n'hésitez pas à l'utiliser. C'est l'onglet Discuter. Vous pouvez cliquer, donc basculer le petit bouton bleu de hôte et panéliste à tout le monde. Merci Adeline qui a trouvé le chat. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, vous pourrez réagir donc en live, échanger entre vous sur cette conférence. Vous avez également donc, les équipes de Cybercité qui sont dans les coulisses, qui vont vous répondre en direct. Et si vous voulez que Quentin réponde à vos questions, la préférée par contre l'onglet questions-réponses, c'est juste pour qu'il puisse prioriser les questions parce que c'est des conférences très punchy de 40 minutes et vous pourrez également commenter et voter les questions. Et donc, bienvenue pour ceux qui, je vois que vous continuez d'arriver en live. Et donc, je vais laisser la parole à notre conférencier. Quentin, je te souhaite une bonne conférence. Merci bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié au netlinking, dans lequel je vais aborder différents sujets autour du netlinking, tout ce qui est lié à la popularité, que peut transmettre un backlink, sites sur lesquels on peut placer son backlink, les encres, etc. Mais surtout, comment mettre la donnée au cœur de la stratégie avant de lancer la production. Puisqu'on verra tout à l'heure que lancer et créer des liens pour créer des liens ne sert pas à grand-chose. Il faut vraiment mettre la donnée au cœur de la stratégie. Donc, on est actuellement 150 inscrits. Merci à vous. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Si jamais certains points restent flous pour vous, n'hésitez pas à poser vos questions, comme on vous l'a dit. Il y a une zone spécifique pour ça et j'y répondrai à la fin si possible. Sinon, Léa est en binôme avec moi et se tient à disposition tout au long de ce webinaire. Donc, très rapidement, moi, je m'appelle Quentin Lehoux, j'ai rejoint la team Cybercité en 2017 en tant que chef de projet SEO. Je gère un portefeuille de clients divers et variés comme le bien vieillir, le tourisme, le jouet en bois, etc. Et donc, je suis issu d'une formation dans le domaine du multimédia et je suis éditeur de sites de niche officiellement depuis 2007. Donc, très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un éditeur de sites de niche? C'est tout simplement le fait de créer des sites et générer un max de trafic pour monétiser avec l'affiliation. Donc, au sujet du netlinking, il faut savoir qu'à l'époque, on pouvait bourriner comme on le voulait, ça marchait très bien. On n'y mettait pas de délicatesse et ni de finesse. À l'époque, on créait des backlinks suroptimisés. Ça ne marche plus. Il faut maintenant intégrer la stratégie et les données et les chiffres. Puisqu'en 2012, Google a remis les pendules à l'heure avec Google Penguin. C'est une mise à jour qui pénalise principalement le netlinking abusif et surtout les encres suroptimisées. On y reviendra tout à l'heure. Et donc maintenant, il faut prendre des pincettes pour travailler le netlinking. Certaines méthodes sont différentes, d'autres restent similaires, mais il faut absolument y ajouter la couche stratégie en amont et faire parler les chiffres au maximum pour comprendre ce qu'attend Google avant de frapper fort. Puisqu'on verra tout à l'heure qu'une thématique n'est pas traitée de la même manière par Google qu'une autre et qu'il n'y a pas de stratégie toute faite. Pour séduire Google, il faut absolument une stratégie adaptée à votre business. Donc, avant de commencer, je vais vous donner quelques chiffres sur Cybercité et ce qu'il faut savoir sur Cybercité. Donc, on a dans le métier 22 ans d'expérience, on génère 20 millions de chiffres d'affaires. On a 6 agences en France, donc Lyon, Chambéry, Paris, Nantes, Nice, Rennes, où je me situe. On a des centaines de clients satisfaits et 130 experts aux métiers différents qui sont à votre disposition. Et sans oublier une partie R&D, un service spécifique R&D pour la conception et développement d'outils internes. Et je terminerai sur le fait que Cybercité est en constante recherche de nouveaux talents, donc n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Alors, on va commencer ensemble du coup avec le sujet de cette conférence, stratégie de netlinking, comprendre ce qu'attend Google pour frapper fort. Donc avec au sommaire, 3 chapitres principaux. Le premier, ce qu'il faut avoir en tête avant de se parler de netlinking. Qu'est-ce qu'un backlink? Que dit Google? Les prérequis avant de se lancer. C'est un chapitre sur lequel on devra forcément démarrer. Le chapitre 2, la donnée au cœur de la stratégie. Donc l'idée ici, c'est dans ce chapitre-là, c'est de ne pas se lancer tête baissée dans la production de backlinks parce que tout le monde dit que c'est bien. Non. Il faut d'abord adapter sa stratégie d'acquisition de backlinks après avoir compris comment Google traite votre thématique. Ça va être le sujet du chapitre 2. Et chapitre 3, on va terminer sur mettre en place la stratégie. Une fois qu'on aura fait parler les chiffres,
comment créer ces premiers backlinks et comment aller plus loin dans la génération de liens en laissant le moins de traces possible. Puisqu'on verra tout à l'heure que je vous conseillerais d'analyser par exemple les concurrents pour faire parler les chiffres, mais inversement, il faut savoir qu'eux nous épient aussi. Donc, comment éviter au maximum de se faire épier. Donc, commençons par le premier chapitre avant de rentrer dans le sujet. Petit rappel. Donc, backlink Kesako, qu'est-ce qu'un backlink? À quoi sert-il? C'est tout simplement un lien pointant vers un autre site ou un autre domaine qui est constitué, comme on le voit sur la diapo, d'un texte ou une image accompagnée d'une URL. Donc, pour l'internaute, ça lui permet d'indiquer l'emplacement externe d'une information ou d'un produit. Et pour Google, ça lui permet bien d'autres choses. Premièrement, ça lui permet de découvrir de nouvelles pages sur Internet, puisqu'on sait que Google fonctionne sous la forme d'un crawler. C'est un crawler qui parcourt votre site et le web par le biais des liens internes et des backlinks. Donc, il passe de lien en lien. Deuxième point, ça lui permet de comprendre le principal sujet des pages qu'il parcourt, puisqu'effectivement, Google ne s'appuie pas que sur ce que j'appelle le on-site, il ne s'appuie pas sur ce qui se passe sur votre site, mais aussi sur ce qu'on appelle le off-site, tout ce qui gravite autour de votre site. Ça lui permet aussi d'analyser la qualité du contenu de votre page et bien évidemment de comparer ce contenu aux autres contenus des concurrents qu'il a dans son index et de les classer dans ses résultats. Et en fait, par ce biais, Google a cherché à transmettre l'intérêt des utilisateurs avec les backlinks, avec son algorithme PageRank. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là sur ce sujet, mais je vous invite à vous inscrire au webinaire de 11h30, maillage interne et netlinking, comment les associer aux bénéfices de votre SEO, que je donne avec mon collègue Thomas. On abordera ensemble ce sujet. Et donc, par ce biais-là, ça évite à Google de ne se baser que sur le contenu pour éviter les abus. Et donc, il faut également savoir que pour Google, un backlink, c'est un vote, mais que tous les votes ne se valent pas et ne transmettent pas la même popularité. Et il faut savoir également que pour un humain, même si nous, l'humain, on voit des liens, des backlinks sur Internet, il n'est pas forcément pris en compte par Google. Effectivement, ce n'est pas parce qu'un backlink est visible par un humain qu'il est visible et pris en compte par Google. Il y a énormément de points bloquants qui peuvent survenir. Je vais en prendre quelques-uns en exemple, mais il faut savoir que quand un backlink est posé sur une page, est-ce que la page sur laquelle est présent mon backlink est indexée dans les résultats de Google après sa publication? Autrement dit, est-ce que Google connaît la page où est posé mon backlink? Si oui, c'est bien, parce que si Google connaît la page où est posé mon backlink, alors il est pris en compte pour votre positionnement. Par contre, inversement, sinon, si Google ne connaît pas la page, c'est bien dommage parce que ce backlink n'aura aucun effet positif sur votre site. Il faut donc creuser d'où vient ce problème. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la technologie du site où est posé mon lien, il est bien interprétable et indexable par Google? Et troisième question, est-ce que mon backlink remonte bien dans la Google Search Console? Puisqu'il faut savoir que Google met à disposition un outil qui permet d'améliorer, de mesurer vos performances. Et il permet également de voir les backlinks pris en compte par Google, ou la plupart, en tout cas, parce que Google nous montre clairement que ce qu'il veut. Et donc, les questions qu'on vient de se poser là, elles peuvent se poser également sur les mois ou années à venir. Est-ce que la page où est mon lien sera toujours bien indexée dans le temps? Est-ce que la page sera toujours pertinente aux yeux de Google dans quelques mois, quelques années? Est-ce que la page sur laquelle est posé mon backlink sera toujours bien maillée sur le site dans les mois à venir ou est-ce qu'elle sera orpheline au bout d'un moment? Donc, qu'est-ce que ça veut dire orpheline? Ça veut dire tout simplement que cette page sera plus disponible dans la navigation. Donc, ça veut dire que votre backlink, il transmettra beaucoup moins de popularité à votre site. Donc, il y a énormément de questions à se poser. Mais que dit Google à ce sujet? La création de backlinks, c'est écrit noir sur blanc dans ses règles. Les backlinks, pour manipuler ses résultats, c'est clairement le mal. En fait, Google dit que les backlinks sont très importants pour lui permettre de classer les sites dans ses résultats de recherche, mais qu'ils doivent vraiment être naturels. Donc, d'après Google, si on écoute Google, il faut premièrement publier un contenu unique et pertinent. Je vais publier sur mon site un contenu qui a forte valeur ajoutée. Et d'après Google, on sera récompensé par les lecteurs qui ensuite nous créeront des liens sur leur site. Je veux bien écouter Google, je veux bien comprendre ce qu'il dit, mais je peux toujours attendre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de créer un backlink car le contenu était top de chez top,
mais tous les lecteurs ne sont pas webmasters ou éditeurs de sites. Donc, il est possible d'attendre des backlinks 100% naturels, mais très sincèrement, aucun backlink ne sera créé. Le contenu, il est certes roi, mais il ne fait pas tout. Et si pas de backlink, pas de miracle. Et sauf que pendant ce temps, si nous, on suit les guidelines de Google, on attend, mais pendant ce temps-là, les confrères ou les concurrents, eux, ils avancent et ils n'attendent pas. Mais avant de se lancer dans la création de backlinks, il faut vérifier avant tout les fondations de votre site. Donc, pour rappel, en SEO, on a 3 piliers principaux pour la réussite d'un projet qui sont la technique, le contenu et le netlinking. Et il ne faut absolument pas dissocier le netlinking des autres piliers, ils sont clairement complémentaires. Un site avec des fondations solides, donc au niveau technique et au niveau contenu, en amont, c'est un gage de réussite préalable pour le 3e pilier qui est le netlinking. Et donc, envoyer de la popularité sur un site sans avoir les bases SEO on-site, donc avec un minimum de technique et de contenu, c'est un peu, j'ai envie de dire, comme allumer le bateau de ce moteur, c'est clairement pas optimal. Donc, il faut avant toute chose, avant de se lancer dans la création de backlinks, verrouiller au maximum vos fondations, les fondations de vos sites, puisqu'un site mal optimisé, eh bien, il fera bien moins circuler la popularité que peut transmettre un backlink. Je vais prendre 2 exemples, parce que j'aime bien prendre des exemples pour imaginer ce que je dis. Envoyer de la popularité sur un site qui ne charge pas ou qui n'est pas indexé, donc inconnu de Google, ça ne sert clairement à rien. Je vais créer un backlink vers un site que Google ne connaît pas. J'aurais beau en envoyer 100 ou 200, Google ne connaît pas mon site, donc la popularité, ça ne servira à rien d'envoyer de la popularité. Et dernier exemple, envoyer de la popularité sur un site que j'appelle passoire, qui est rempli d'erreurs 404 ou de redirections superflues, eh bien, la popularité sera envoyée sur le site, OK, mais perdue ou mal dispatchée au détriment des pages stratégiques. Donc voilà, clairement, ça n'a pas de sens si les fondations ne sont pas un minimum verrouillées. Et une fois que la popularité est envoyée, il faut bien évidemment la conserver, l'optimiser et la diffuser sur les bonnes pages stratégiques de votre site. J'en parlerai en détail avec Thomas tout à l'heure dans le webinaire maillage interne et netlinking, mais grosso modo, une fois que les backlinks sont créés vers votre site, il va falloir les diriger vers les pages qui ont besoin de popularité. Je vais prendre un cas extrême, mais on a certains sites sur lesquels la popularité est envoyée vers les mentions légales. Ça n'a aucun sens d'envoyer de la popularité vers ce type de page. Donc bref, dans tous les cas, quoi que Google dise, une fois que les bases on-site sont opérationnelles, on peut ensuite frapper fort. Il faut tout simplement vous dire que le match concurrentiel est sans pitié à ce sujet, dans le sens où, sur les 3 piliers du SEO, on a la partie technique, où votre socle technique, c'est sûrement le même que celui de vos compétiteurs. On sait qu'il y a des CMS qui sont beaucoup plus utilisés que d'autres, comme WordPress, Drupal, Shopify, etc. On sait que votre socle technique est identique à ceux de vos concurrents. Votre contenu, il est donc 2e pilier du SEO, il est 10 fois similaire aux concurrents. Surtout, si je prends l'exemple des fiches produits, si vous vendez un produit et que vos concurrents vendent le même, c'est compliqué de se différencier sur ce type de page. Et donc, à match égal, ce sont les backlinks qui vont faire la différence. Passons maintenant au chapitre 2. Dans notre métier, on entend souvent OK, mais combien? Je vous écoute, OK, on a de la popularité, je veux bien en envoyer vers mon site, mais combien je dois créer de backlinks? Eh bien, il faut vous dire qu'il n'y a pas de chiffre gagnant et clairement, créer du lien pour créer du lien, ça ne sert à rien à part perdre son temps. Mais le nombre, on ne peut pas vous dire en fonction, sans analyse, on ne peut pas vous dire le nombre de liens qu'il faudrait créer idéalement pour un site ou pour un autre. Il y a quelques possibilités qui sont disponibles pour vos sites. Soit vous avez une thématique très nichée, donc ce n'est pas forcément nécessaire ou obligatoire de générer des backlinks si la concurrence n'existe pas. Par contre, il est préférable de conserver toujours une longueur d'avance et de ne pas négliger la popularité. Donc moi, de mon côté, même si vous avez une thématique qui est très nichée, je vous encourage néanmoins à créer quand même des backlinks et un peu de popularité. Deuxième possibilité, votre thématique est assez concurrentielle. Vous avez peut-être certains de vos services et de vos produits où vos concurrents sont bien mieux positionnés que vous. Alors là, il va être possible de pousser ces thématiques concurrentielles avec des backlinks. Donc, vous aurez peut-être des thématiques sur lesquelles vous serez positionné naturellement, correctement sur Google,
mais ou d'autres où la concurrence est bien plus rude, où il faudra effectivement à ce sujet-là leur envoyer de la popularité. Et donc, troisième possibilité, c'est la thématique très concurrentielle, voire spammée. Il faut savoir que certains corps de métier, dans l'artisanat par exemple, ou certains services produits euh, sont à la limite du spam. Et là, pour espérer gagner en visibilité, eh ben, il faut clairement s'adapter à eux pour espérer être bien positionné. Et donc voilà, donc dans les trois possibilités que je vous ai énumérées là, peu importe ces trois possibilités, il y a toujours seulement 10 résultats maximum sur la première page, voire maintenant, ça nous arrive de voir de plus en plus de premières pages sur Google qui sont constituées que simplement de 7 ou 8 résultats. Voilà, donc que votre thématique soit très nichée ou très spammée, la première page est toujours constituée de 7, 8, 9 ou 10 résultats. Donc il faut donc absolument analyser vos thématiques, les résultats Google, les concurrents, pour ensuite se lancer dans le but de devenir le meilleur aux yeux de Google. Et donc, le combien je fais de backlink, comme je vous le disais précédemment, ça ne marche pas, puisque chaque thématique est traitée différemment par Google. Et il est d'ailleurs possible que sur votre site, une thématique ou un service proposé ait besoin de backlink et un autre non. Donc, par exemple, si vous travaillez dans le domaine, je prends un exemple totalement au hasard, mais par exemple, si vous travaillez dans le domaine de la serrurerie, eh bien, vous aurez peut-être besoin de plus de backlink sur votre service dépannage en urgence, VS, votre service de pose de porte blindée, car les enjeux ne sont pas les mêmes et la concurrence est complètement différente. Et donc, vos concurrents web, eux qui sont bien positionnés, forcément, ils s'adaptent à ce qu'attend Google, puisqu'ils sont bien positionnés, forcément. Il faut donc au maximum également s'adapter, mais surtout faire mieux que eux, tout en se fondant dans la masse. Mais par où commencer pour se fondre dans la masse et faire mieux que les concurrents? Eh bien, c'est la question qu'on peut tous se poser. Donc, premièrement, il faut auditer son profil de lien. Vous, actuellement, votre portefeuille de liens, à quoi ressemble-t-il? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a eu déjà du travail de réaliser sur votre site? Est-ce que vous avez déjà été spammé? Voilà, il y a un audit de votre profil de lien à réaliser pour savoir où est-ce que vous en êtes. Et deuxièmement, il faut également auditer l'univers concurrentiel. Donc, quand je dis l'univers concurrentiel, c'est celui qui est bien positionné sur Google et donc l'univers concurrentiel qui vous dérange. Et non pas les concurrents qui n'ont pas de visibilité, il n'y aurait aucun intérêt à le faire, en tout cas d'un point de vue SEO. Donc cela permet en fait d'établir déjà une stratégie adaptée cohérente avec votre stratégie globale et pour chaque thématique que vous souhaitez booster. Donc une fois que vous avez réalisé ce travail-là, il faut également analyser les résultats de Google. Donc, comment analyser les résultats ou ce que j'appelle la SERP de Google? L'idée, c'est de faire un focus sur le top 10 de Google pour permettre de savoir ce qu'attend Google. J'ai pris un exemple sur la diapo sur la loi Pinel. Donc, effectivement, l'exemple là, sur la loi Pinel, allons prendre le top 10 des pages qui se situent sur Google sur le mot-clé loi Pinel et analysons ce top 10. Donc, analyser ce top 10 et faire parler les chiffres, ça permet vraiment de savoir où se situent les points d'amélioration dans votre profil de lien et où se situent les concurrents web. Donc, quand je dis analyser le top 10 sur loi Pinel, c'est vraiment les 10 meilleurs en SEO qui se positionnent sur ce mot-clé loi Pinel. Une fois qu'on les a relevés, il faut se poser les bonnes questions. Donc, la première question à se poser, qui est vraiment la plus importante pour moi, c'est sur mon site, est-ce que je réponds bien à l'intention de recherche de l'internaute? Est-ce que sur le mot-clé loi Pinel, est-ce que je suis légitime pour être dans le top 10? Deuxième question qu'on peut se poser, qui est également très importante, c'est est-ce que j'ai bien le bon type de page et de contenu pour séduire Google? Je vais encore reprendre un exemple qui est extrême, mais si Google propose sur sa première page 10 résultats YouTube, eh bien, est-ce que j'ai le bon contenu? Est-ce que moi aussi, j'ai une vidéo YouTube pour répondre à l'intention de recherche? Ensuite, il faut analyser les sites qui sont positionnés pour voir ce qu'ils font au niveau des 3 piliers SEO. Donc, le contenu, est-ce que dans le top 10 sur loi Pinel, est-ce que j'ai beaucoup de contenu? Est-ce que j'ai peu de contenu? Quelle est la moyenne du nombre de mots dans ce top 10? Au niveau du deuxième pilier de la technique, est-ce que ces sites-là ont une technique propre ou est-ce que la technique est un peu moins importante sur ce mot-clé de Pinel? Est-ce que ce sont des pages d'accueil qui se positionnent ou des pages internes?
est-ce que la page en question est bien maillée en interne ou pas, ou est-ce que c'est une page qui est relativement bas dans leur arborescence. Et sur le troisième pilier qui est le netlinking, ce qui est intéressant de savoir, c'est dans ce top 10 sur Wapinel, combien de backlinks disposent ces 10 premières URL. Est-ce qu'ils travaillent de manière plutôt naturelle ou agressive leur netlinking? Donc, ces premières questions-là, elles vous permettront déjà d'avoir des idées sur comment Google traite la thématique que vous souhaitez booster. Mais attention, donc là, sur la diapo que vous avez sous les yeux, c'est une capture d'écran de l'outil Ahref. Donc, c'est un outil métier qui permet énormément de choses, mais déjà d'analyser le profil de lien des concurrents. Et il faut savoir que certains experts bloquent l'accès aux outils pour masquer au maximum leur stratégie. Donc, les outils d'analyse de backlink ne pourront donc pas remonter l'intégralité des éléments qu'on analyse. Donc, surtout dans le cadre d'une stratégie, ce que j'appelle le PBN avancé. Donc, dans certaines stratégies, on peut intégrer des réseaux de sites privés qui vous appartiennent et bloquer l'accès à ces outils métiers comme Ahref ou Majestic pour éviter que la concurrence nous épie. On y reviendra tout à l'heure, dans un second temps. Donc, une fois que vous avez le top 10 en tête, si je reprends l'exemple de Wapinel, il faut ensuite analyser le profil de lien des pages positionnées sur Google. On a le top 10 en tête, maintenant, il faut voir que les backlinks qui pointent vers ce top 10. Et voici globalement les principaux critères qu'il faut analyser et les caractéristiques clés à prendre en compte lorsqu'on analyse les backlinks. Donc, on peut se poser les questions combien est-ce que dans ce top 10, combien chacun a de domaines référents, combien est-ce qu'ils ont de backlinks, quel est le niveau de proximité sémantique globale des domaines référents. Donc, autrement dit, est-ce que les backlinks qui pointent vers ce top 10, est-ce que ce sont plutôt des sites thématiques et des sites généralistes? Quel est le pourcentage de liens do-follow ou no-follow? Donc, est-ce que les backlinks sont pris en compte par Google ou non? Parce qu'il faut savoir que techniquement, nous, humains, on peut voir un backlink sur un site, mais techniquement, on peut ajouter ce qu'on appelle un attribut no-follow pour dire à Google de ne pas prendre en compte ce backlink. Donc, voilà, quel est le pourcentage de liens dans les menus, le pourcentage de liens dans les contenus, quelle est l'évolution du rythme d'acquisition de liens? Les outils métiers nous permettent aussi d'avoir des graphes pour savoir si les concurrents attaquent fort ou attaquent de manière régulière, quelle est la qualité des domaines référents et quel est le pourcentage d'encre de marque VS encre semi-optimisée. Donc, voilà, tous ces éléments-là sont des éléments clés pour déterminer si un profil de backlink est de qualité ou non dans le top 10 que vous avez analysé. Donc, je parlais tout de suite des encres, du taux d'encre optimisé ou du taux d'encre marque. Donc, il faut savoir que quand vous créez des backlinks, il y a plusieurs typologies d'encre qui s'offrent à nous. Donc, on a la correspondance exacte, donc correspondance exacte ou optimisée. Donc, si je prends l'exemple de Loi Pinel, si je crée un backlink avec l'encre Loi Pinel, alors c'est une encre qui est optimisée. Correspondance partielle semi-optimisée, alors je vais appliquer sur mon backlink le mot loi Pinel ou investir. On voit que c'est une encre qui est plutôt semi-optimisée. J'ai également l'encre marque. Voilà, si je fais un backlink pour cybercité sur l'encre marque, alors le mot sur lequel sera appliqué le backlink, ce sera cybercité. Ou l'encre générique, cliquez ici, en savoir plus. Ou une encre qu'on appelle URL, c'est le backlink est cliquable sur le mot, sur l'URL de la page en question distante. Et donc, c'est là qu'on voit l'importance de la réécriture d'URL, puisqu'en fait, là, dans mon exemple, j'ai l'encre URL. Vu que j'ai une réécriture d'URL, j'ai le mot-clé loi Pinel qui se situe dans mon encre. Donc, c'est toujours important d'avoir une réécriture d'URL pour aller bon mot-clé dans les URL. Voilà, donc au niveau des encres à appliquer, une vraie question se pose, en tout cas depuis Google Penguin, qui tape principalement, comme je le disais au tout départ de ce webinaire, sur le netlinking abusif et les encres optimisées. Et on peut tous se poser la question, quel est le bon taux d'encre optimisé? Là, il n'y a pas de règle standard, c'est comme votre thématique. Ça dépend de votre thématique ou des résultats Google sur laquelle on prétend se positionner. Et ça dépend des résultats Google. On va devoir effectivement s'adapter à elles. Et en fonction de votre analyse, si les concurrents dans le top 10, ils ont un fort taux d'encre optimisé, on va devoir avoir un fort taux d'encre optimisé.
Inversement, si les concurrents dans le top 10 ont un taux très faible, il n'y a alors pas besoin de bourriner sur les encres optimisées. On peut faire des encres parfaitement naturelles. Et voilà, je prends un exemple, hein. Si sur ce mot-clé-là, dans mon analyse, si sur ce mot-clé loi Pinel, je vois que les premiers ont un taux d'encre optimisé, on va dire, de 10%, eh bien alors, dans mon profil de lien, pour espérer gagner sur ce mot loi Pinel, eh bien, je devrais m'adapter et avoir également, idéalement, un taux d'encre optimisé autour de 10% sur ce mot-clé. Donc voilà, il faut donc calculer le taux d'encre optimisé pris en compte par Google au niveau de chaque page que vous souhaitez booster. Et ce que je peux vous conseiller, en tout cas, d'un point de vue tips, c'est vraiment placer les encres optimisées sur des sites où vous avez la main pour permettre d'ajuster votre taux d'encre optimisé en fonction de ce qu'attend Google et surtout de si Google change les règles du jeu. Voilà. Ça signifie que si vous faites des encres optimisées sur des sites qui vous appartiennent ou sur des sites de partenaires, eh ben, vous pourrez faire ajuster ou modifier l'encre en fonction de vos résultats. Donc, au niveau qualité, comme je le disais précédemment, il faut également privilégier des backlinks de qualité vs la quantité, ou autrement, ou sinon faire de la quantité, mais de manière qualitative. Maintenant, clairement, les moteurs de recherche sont désormais en mesure de mieux déterminer la pertinence des backlinks, donc il faut absolument privilégier la qualité. Et donc, comment est-ce qu'on peut analyser si un domaine référent ou un site web est de qualité? Ben, on va se poser également les bonnes questions à ce sujet-là. Si j'ai un site sous les yeux et je souhaite savoir s'il est de qualité, ben, la première question que je peux me poser, c'est sa présence sur Google, son positionnement. Parce que s'il a des positions, ben, c'est super, parce que ça veut dire qu'il est indexé déjà d'une, mais en plus qu'il plaît à Google. Deuxième question, c'est son historique. Regardez son historique. Est-ce qu'il a été spammé auparavant? Et pour ça, on a à disposition ce qu'on appelle la Wayback Machine. C'est un outil qui permet, qui vous donne accès de manière gratuite à des clichés instantanés de pages web stockées. Donc, ça signifie que vous pouvez aller voir des clichés instantanés des mois précédents, voire années précédentes, pour voir à quoi ressemblait ce site avant. Son trafic SEO, est-ce qu'il a du trafic SEO? Parce que c'est un bon signal. Sa thématique, est-ce que c'est un site généraliste ou de la même thématique que votre site? Et sa popularité. Moi, si je veux poser un lien sur un site, je veux savoir combien de liens pointent vers ce site en question. Donc voilà, s'il ne répond pas à la plupart de ces critères, il faut se poser les bonnes questions. Mais voilà, s'il y répond en tout cas, c'est qu'en règle générale, le site en question est de qualité. Si je peux vous conseiller en tout cas, surtout une chose importante, c'est attention à ce que vous pouvez trouver pour déterminer la qualité d'un site web. Donc, attention, comme je le dis, aux légendes. Donc, attention aux légendes et aux indicateurs SEO qui peuvent être biaisés. Effectivement, je vous ai donné précédemment des indicateurs qui vous permettent de savoir si c'est un site est de qualité, mais on peut voir souvent sur Internet que pour analyser si un site est de qualité, eh bien, on peut se référer à ce qu'on appelle le trust flow ou le domain rating. Eh bien, ne vous fiez pas que à ces indices de type trust flow ou domain rating pour qualifier un site. Voilà, ce sont des indicateurs SEO qui sont historiquement orientés confiance et qualité, qui sont proposés par des outils comme Majestic SEO ou Ahref. Mais attention, voilà, ils ne sont pas Google. Ces indicateurs sont là pour vous orienter, mais ils ne sont pas Google. Ils ont été trop, ils sont souvent, on va dire, utilisés par des plateformes netlinking pour estimer le prix d'un backlink. Et donc, forcément, il y a eu énormément d'abus pour manipuler ces indicateurs. Donc, ne vous fiez pas à eux ou qu'à eux. On va passer maintenant au troisième et dernier chapitre dans lequel je vais vous partager quelques idées pour créer vos premiers liens et aller plus loin dans la génération de liens en mode incognito, comme je dirais. Et l'idée, c'est de vous approprier les différentes possibilités en fonction effectivement des besoins de vos thématiques. Donc, j'ai commencé par quelques conseils. Et le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment ne pas travailler à l'aveuglette. Donc, il faut vraiment, avant de créer du backlink, il faut vous équiper au maximum et à chaque étape, sortir le meilleur outil que vous avez à disposition en fonction du besoin. Si vous souhaitez analyser les résultats Google ou les concurrents, je vous conseille Majestic, Ahref, SEO Observer, etc.
Si vous souhaitez analyser les résultats ou les positions, il y a différents outils qui sont disponibles sur Internet. Nous, en interne, on utilise Data Garden. C'est un outil, comme je vous le disais, qui est développé et pensé par le service R&D et qui nous permet vraiment de savoir si un backlink est positif ou non et d'ajuster le tir. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment rester en veille et mettre en place des alertes. Parce qu'un profil de lien, c'est en mouvement constant et ça se ressent régulièrement, du coup, et forcément dans les résultats Google. Donc, mettre en place des alertes permet de comprendre certains de ces mouvements sur Google en faisant venir l'information à vous. Donc, cela vous permet de réagir vite si le concurrent attaque fort et donc de garder un œil sur lui. Et votre site et savoir si votre site perd des backlinks, puisqu'il arrive au fil du temps que vos backlinks disparaissent avec les refontes de sites de vos partenaires, des scripts qui bug, etc. Donc, ça vous permet de rester en veille et de recontacter vos partenaires pour le prévenir. Voilà, avec la refonte de ton site, mon backlink a disparu, est-ce que tu peux le remettre? Donc voilà, avec Ahref et Majestic, c'est possible de mettre en place cette typologie d'alerte très rapidement. Et donc, le conseil que je peux vous donner, ce n'est même pas un conseil, c'est une obligation, c'est qu'il faut dans tous les cas analyser et ajuster sans cesse, puisque la concurrence, effectivement, travaille également de leur côté. Donc, il faut analyser régulièrement l'évolution du site dans les résultats Google sur les mots-clés que vous êtes en train de booster. Donc, pour la création de backlinks, la première chose que je vous conseillerais de faire, c'est vraiment analyser vos concurrents. Donc, le premier réflexe, c'est vraiment de partir à la conquête des liens concurrents. Des concurrents, je me répète, mais je préfère préciser, des concurrents qui sont visibles sur vos mots-clés stratégiques. Mes concurrents web, qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils se placent? Et est-ce que je suis légitime pour y figurer également? Si je prends un exemple, avec des outils comme Ahref, je peux analyser qui possède un lien vers mes principaux concurrents web, mais qui ne possède pas de lien vers mon site. Voilà, si je gère le site de Leroy Merlin, par exemple, je peux savoir quels sont les backlinks communs de Weldom, Castorama et Bricomarché que moi, je n'ai pas. Comme ça me permet vraiment de très vite savoir si mes concurrents achètent des liens, font des jeux concours relayés, s'ils sont actifs sur des forums, etc. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de trouver des liens vers des sites concurrents sur des pages sur lesquelles je ne suis pas cité pour tenter de les reproduire. Et le fait d'analyser les concurrents, ça a également d'autres intérêts qui sont positifs pour vous. Ça permet vraiment de comprendre leur stratégie marketing et ça permet aussi de remonter des liens qui ont été clairement créés sur la base d'une campagne d'achat de liens, puisqu'on sait que l'achat de liens, ce sont des campagnes qui marchent aussi pour le SEO. Et donc, ça permet de développer une stratégie similaire, mais aussi encore plus performante qu'eux. Et dernier point qui me paraît aussi important, c'est que ça vous permet de stimuler votre imagination en termes de création de backlinks, même si le basique marche bien. Mais voilà, si dans l'analyse de vos concurrents, vous voyez qu'ils font du jeu concours, ils font de la relation blogueur ou autre, eh bien, ça vous permet de stimuler votre imagination et de faire mieux. Donc, je parlais tout de suite des basiques. Je vais en citer 8 au total. Il y en a bien d'autres, mais il y en a 8 qui sont assez intéressants à mettre en place. Il faut savoir par contre que ça demande néanmoins du temps et de l'énergie. Il y a par exemple le forum. Les forums, participer activement à des forums. Certains forums ne permettent pas de faire des backlinks, donc pour mon sujet, ça ne m'intéresse pas. Par contre, certains forums permettent de créer des backlinks, alors je vais participer activement sur ces forums. Les annuaires, vous allez voir sur Internet que certains disent que les annuaires sont SO 2000. Clairement, moi, de mon point de vue, si l'annuaire a de la visibilité, s'il a de la popularité à revendre, eh bien, je ne vais pas hésiter à placer un backlink sans abuser au niveau de l'encre. Ça permet vraiment de diversifier votre portefeuille de liens et encre pour pas cher. Vous avez également les clients et fournisseurs. Ce sont des partenaires que vous pouvez très bien contacter rapidement et réclamer les liens qui vous sont dus. S'ils ont des pages, ils nous font confiance, vous pouvez très bien les contacter en leur disant, voilà, moi je vous fais confiance, je suis client ou fournisseur, est-ce que c'est possible de m'ajouter sur votre page, il nous faut confiance. Il y a la correction d'erreur 404. Dans la vie d'un site, on se retrouve souvent face à des refontes ou des redirections qui sont mal gérées. Il faut savoir que des backlinks qui pointent vers des erreurs 404, ce sont des backlinks qui ne transmettent pas de popularité.
Donc, il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à mettre en place des redirections pour ne pas perdre le jus, la popularité que peut transmettre un backlink. Donc, soit vous mettez en place des redirections, soit vous contactez directement le webmaster en question pour qu'il ajuste le backlink. Voilà. Et donc, on va dire quatre méthodos qui permettent aussi de créer des backlinks. Donc, sponsoriser une association à but non lucratif ou un événement ou un salon professionnel dans votre secteur. En règle générale, sur cette typologie de site, vous avez toujours une liste de sponsors et partenaires qui est disponible sur leur site. Voilà, donc tout dépend de votre activité, mais ce genre de sponsoring d'événements, c'est toujours positif pour créer du lien très naturel. Et donc, d'un point de vue tips SEO, si je peux vous conseiller quelque chose, si vous hésitez entre plusieurs associations, eh bien, vous pouvez très bien analyser le site des différentes associations pour choisir et sélectionner l'association en fonction de la visibilité du site de l'association. Vous avez également la relation blogueur. Donc, ça, c'est intéressant, cette relation blogueur, puisque ce genre de site n'a pas de backlink sur tous leurs articles. Donc, si vous réussissez à mettre en place une relation de blogueur, eh bien, ça vous générera des backlinks qui sont parfaitement naturels. Donc, vous avez également la récupération de liens. Il s'agit d'une astuce assez utile, surtout pour les grandes marques qui ont plusieurs mentions de leur marque ou de leurs produits sur Internet. Eh bien, il y a une façon très simple de les récupérer, c'est d'effectuer une recherche sur Google qui est le nom de votre marque moins site de points votre URL. Et donc, cette commande Google va vous permettre de remonter toutes les citations de votre marque sur des pages indexées qui n'ont pas un backlink vers votre site. Donc là, il vous suffira ensuite d'envoyer un mail pour les remercier, on va dire, de vous avoir mentionné, mais en soulignant peut-être qu'en créant un lien vers vous, les utilisateurs pourraient plus facilement cliquer pour en savoir plus sur votre marque. Et vous avez également la page, dernier tips, page de type ressources utiles ou liens utiles. Bien, il existe encore de nombreux sites web qui ont cette typologie de page, et si vous pouvez en trouver dans votre secteur, il ne faut pas hésiter à les contacter. Ça peut être un moyen, en tout cas, très simple de créer du backlink. Et donc, vous avez également l'achat de backlink. Ça marche très bien. Ce sont des plateformes. Vous pouvez en trouver sur des plateformes et marketplaces qui sont disponibles sur Internet, qui facilitent l'achat de liens et les relations entre annonceurs et éditeurs. Il faut savoir qu'il y en a énormément. Chacun a son mode de fonctionnement, chacun a ses objectifs et ses prix, chacun a ses options. Donc, l'idée, c'est de faire son marché sur ces différentes plateformes. Nous, chez Cybercité, il faut savoir qu'on fonctionne, on est éditeur de site, donc on est vraiment propriétaire de notre écosystème. On ne travaille pas spécifiquement, ça peut nous arriver de travailler avec ce genre de plateforme, mais on est propriétaire de notre écosystème, ce qui nous permet d'être vraiment flexible au niveau de la stratégie. On peut l'adapter au fur et à mesure du temps, la stopper, l'optimiser ou la modifier en fonction de si on veut réorienter ou non la stratégie. Voilà, ça nous permet, ça vous permet aussi beaucoup de choses, comme d'avoir la certitude d'obtenir des liens de manière régulière, d'avoir des sites disponibles sur toutes les thématiques. Ça permet de contrôler la qualité des liens obtenus, puisque sur notre écosystème, par exemple, on publie des articles et ça nous permet de maîtriser le sujet de votre article et de maîtriser les sujets de l'article précédent et de l'article suivant. Voilà. Ça permet également de monitorer la performance des actions, de diversifier les types de liens et encore bien d'autres choses. Donc voilà. Pour savoir, en tout cas, pour information, donc les bons liens, il faut savoir qu'ils sont plongés dans des bons contenus qui sont créés pour ranker. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir un titre stratégique, un balisage à chaîne optimisé et un contenu vraiment à forte valeur ajoutée dans lequel on vient plonger votre backlink. Donc, il est possible aussi également, je vais aller très rapidement parce que je vois qu'il est 10h40, donc il est possible également de créer son propre réseau de sites, propre réseau de blogs pour favoriser le référencement naturel de votre site principal en lui fournissant des backlinks. Ça, c'est une méthode qui est vraiment puissante et qui vous permet d'avoir de nombreux avantages, comme par exemple avoir une couche protectrice sur laquelle vous avez la main à 100% puisque vous maîtrisez votre première couche puisque ce sont des sites qui vous appartiennent. Ça permet également de faire des échanges triangulaires sans toucher à votre site principal. Ça permet aussi de brouiller les pistes aux concurrents, puisqu'on peut, sur les sites qui vous appartiennent, il est possible, comme je le disais précédemment, de bloquer les robots d'exploration de Ahrefs ou de Majestic.
Mais voilà, ça vous permet aussi bien d'autres choses, hein, de la pérennité, la main sur les encres, sur le contenu, la maîtrise de la qualité et de l'indexation de vos différents spots qui vous appartiennent. Et puis, ça vous permet d'avoir différents objectifs aussi, de gérer différents objectifs. Donc, objectif principal, donc de créer du backlink maîtrisé. Deux, ça peut être générer du trafic SEO en plus de celui que vous générez sur votre site principal, mais ça permet aussi de ce qu'on appelle mettre en place une stratégie de SERP domination. Donc, c'est de posséder plusieurs positions avec sa galaxie de sites sur des mots-clés communs. Ça permet en fin de compte, si je reprends l'exemple de Wapinel, eh bien, d'avoir votre site principal qui est positionné, mais également une autre galaxie de sites qui vous appartiennent. Bah, idéalement, si vous pouvez avoir plusieurs positions sur la première page de Google avec des sites qui vous appartiennent, ça vous permet de générer encore plus de leads que si vous naviguez que votre site principal. Et donc, comme je le disais, hein, le fait d'avoir des sites qui vous appartiennent, bah, ça permet vraiment de brouiller les pistes auprès de vos concurrents en bloquant l'accès à votre réseau de blogs privés pour ne pas laisser de traces. Et donc, de toujours garder une longueur d'avance. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de fermer la porte à vos sites, aux outils comme Ahref, Majestic SEO, etc., pour éviter de donner les datas aux concurrents. Puisque l'idée, c'est de prendre les datas chez les concurrents, mais de ne pas donner nos datas aux concurrents. Et donc, ce procédé, ça peut être réalisé en ajoutant quelques directives ou au niveau technique, c'est très rapide à mettre en place pour éviter techniquement au robot de ces outils de venir pomper nos datas. Donc voilà, très rapidement sur cette diapo, c'est possible dans un réseau de sites privé d'intégrer aussi des expirés de qualité dans son réseau de sites. Qu'est-ce que c'est qu'un nom de domaine expiré? C'est un nom de domaine qui a déjà eu une existence, une vie, qui a déjà de la popularité, mais qui n'a pas été renouvelé par son propriétaire. Donc l'idée, c'est de le récupérer et de remonter un site pour recycler la popularité acquise auparavant par son nom de domaine. Voilà pour ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que Léa a réussi à répondre à l'ensemble des questions que vous vous posez. En attendant, vous avez des livres blancs qui sont à disposition sur énormément de sujets, dont le netlinking. Donc, je vous invite à les télécharger. Sinon, vous avez contact@cybercité.fr, notre mail direct pour avoir plus d'informations si besoin. Merci à vous, merci pour votre participation, pour votre confiance et à très bientôt. Merci Quentin. Et donc, on enchaîne avec Sylvie qui va nous parler de content marketing dans 2 minutes et on retrouvera Quentin justement à 11h30 pour une nouvelle conférence sur le maillage interne. À tout de suite. Merci Quentin.